Bonsoir, bienvenue à cette soirée un peu spéciale. Vous avez vu, nous avons changé un peu la configuration de notre salle pour la rendre un peu plus interactive. Et c'est pour ça que vous avez l'occasion maintenant de voir les intervenants de près, mais aussi du dos. Mais tout ça, j'espère que ça va vous aider peut-être à poser des questions lors de cette soirée, parce que c'est ça un peu le but de ces consultations européennes qui ont été lancées d'abord d'après l'idée du président de la République, Emmanuel Macron, au mois de mars. Et en fait, ensuite, ça s'est traduit par une initiative qui a eu lieu dans 27 pays de l'Union européenne. J'imagine le 28e, la Grande-Bretagne était exclue de ça et n'avait pas besoin de cette consultation citoyenne. En tout cas, je pense que c'est une belle initiative pour relancer le dialogue entre le grand public, entre les citoyens, entre les différents plans politiques entre les acteurs. Et nous avons eu cette idée de faire ça en coopération avec la Fondation Robert Schuman, qui est notre partenaire ce soir, et avec l'Université franco-allemande, représentée par son président David Capitan, qui va animer le débat. Et je suis très heureuse d'avoir deux grands spécialistes de l'Europe ici au centre de la salle. D'abord Thierry Chopin, qui est jusqu'à la fin de cette semaine directeur de recherche à la Fondation Robert Schuman et qui va ensuite prendre la chaire qui a été élue à la chaire de sciences politiques à l'Université catholique de Lille à partir du 1er octobre. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir quand même encore à d'autres occasions. Ensuite, j'ai le grand plaisir d'avoir, je pense pour la deuxième fois, il me semble, ici comme intervenant, M. Michel Fouché, qui est politologue, qui était diplomate, aussi grand connaisseur des questions européennes. Et vous deux, vous avez édité ce rapport de la Fondation Schuman sur l'état, sur l'Europe, état de l'Union en 2018. Je pense que c'est une série de rapports. Pardon ? La deuxième. 12e année. Ah, d'accord. En tout cas, ça, c'est aussi un livre qui va se trouver dans notre bibliothèque. Et je suis vraiment heureuse que vous ayez pu venir, malgré vos agendas très, très, très denses. Et peut-être, je passe tout de suite la parole à David Capitan pour animer avec grande élégance, comme il a l'habitude de le faire, cette soirée. Merci Madame la directrice de ces mots introductifs. Nous voyons toute la mobilité de cette salle entre vos mains et vous avez inauguré dans la longue série de conférences que vous organisez. Nous coopérons avec l'Université franco-allemande sur les questions européennes depuis l'année dernière et bien, en lien, comme vous l'avez dit, avec la Fondation Robert Schuman, c'est la première consultation citoyenne, je crois, qui se déroule ce soir dans la maison Heinrich Heine. La thématique donc a été exposée déjà. Quelle vision au singulier et au pluriel pour l'Europe ? Le but de ces consultations citoyennes, que ce soit au plan national ou désormais au plan européen, eh bien, c'est à travers un modèle un peu différent d'interaction entre les sachants. Et nous avons aujourd'hui deux formidables savants autour de la rédaction de ce rapport régulier sur l'état de l'Union européenne. Il y a ce rapport sur l'état du monde, sur l'état de la France. Là, c'est le rapport sur l'état de l'Union qui, depuis 12 ans, permet aux deux orateurs, qui ne sont pas aujourd'hui les orateurs principaux, d'intervenir donc autour de deux axes qui ont été déterminés d'une manière
qui, je crois, apparaît relativement simplement dans son articulation autour des enjeux externes auxquels est confrontée l'Union européenne et les enjeux internes d'autre part. Alors nous avons choisi de retenir, après en avoir brièvement discuté, cet ordre. D'abord les enjeux externes, puisque peut-être l'Union européenne aujourd'hui est suffisamment constituée pour que chacun puisse se figurer quel rôle elle doit jouer dans le monde tout entier. Puis ensuite les enjeux internes, car en effet l'Union européenne ne saura relever les enjeux externes auxquels elle est confrontée que si, au plan interne, elle arrive à susciter l'adhésion de tous, des États membres d'une part, des citoyens européens, bien entendu, d'autre part, autour de problématiques du vivre ensemble à l'intérieur des frontières de l'Union européenne et détermination des axes autour duquel, même au plan externe, celle-ci peut agir. Pour ce qui est donc du format particulier, nous nous trouvons au milieu de cette salle et non pas, comme souvent, sur l'estrade qui se trouve aujourd'hui derrière nous. L'idée, en effet, dans cette consultation citoyenne, c'est de permettre de donner la parole, beaucoup plus que dans le simple cadre des questions qui sont naturellement posées à la fin des conférences. La présence dans cette salle de nos deux orateurs va permettre de lancer, sans doute successivement, chacun des deux parties de cette soirée par un propos introductif, et puis ensuite la parole sera dans votre camp, l'idée étant peut-être non pas seulement de poser des questions, mais également de formuler des remarques, d'exprimer la conception que chacun d'entre nous dans cette salle se fait des défis auxquels l'Union européenne est confrontée dans les deux axes. Nous allons y revenir, les enjeux externes et les enjeux internes successivement. Donc, je vais donner la parole pour une dizaine de minutes, peut-être, à chacun d'entre vous. Messieurs, d'abord à Michel Fouché, co-directeur du rapport donc, sur l'état de l'Union européenne, tout comme Thierry Chopin dans un second temps, pour peut-être lancer autour de quelques axes que vous aurez sélectionnés la question des enjeux externes de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Fondation d'Allemagne, à la maison Heinrich Heine. Je crois que c'est un lieu, en effet, de consultation citoyenne. C'est la première fois que je participe à ces consultations. J'en suis très content, même si je suis très inquiet de l'état de la relation entre l'Allemagne et la France, qui n'est plus en capacité motrice. Il ne faut pas parler de couple ou de tandem ou de partenariat, il faut parler de moteur. Alors pour des raisons dont il faudrait qu'on discute, qui sont plus des raisons internes que des raisons externes, mais quand même. Je crois que c'est important de raisonner sur le contexte international, mais ceci depuis le début. L'Union européenne n'est pas seulement le produit de la réconciliation franco-allemande, avec des gens extrêmement éclairés, des démocrates, des résistants, qui ont installé à juste titre, à partir des années 50, le plus jamais ça. Ça, c'est un discours presque théologique. Saint Schuman, Saint Monnet, Saint Adenauer, on peut les béatifier tous. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Seulement, ça s'est passé dans un certain contexte, qui était le plan Marshall, Staline, qui est un père de l'Europe, d'une certaine façon, par défaut, un mauvais père. Mais il était là. Et il fallait donc, du point de vue américain, accélérer la réconciliation franco-allemande, qui n'allait pas de soi du côté français. Lorsque Robert Schuman rédige sa fameuse déclaration, il est ministre des Affaires étrangères, il ne consulte pas les principaux directeurs du Quai d'Orsay, qui sont contre la réconciliation franco-allemande. Il faut bien voir que c'est un peu un coup de force d'un réseau bien intentionné, je leur rendrai hommage jusqu'à la fin de mes jours, soutenu massivement par les États-Unis, qui voulaient qui voulaient installer la démocratie en Allemagne, en Italie, qui voulaient éviter que le Parti communiste et la CGT prennent le pouvoir, ce qui était tout à fait possible entre 45 et 50, et qu'ils voulaient accélérer quelque chose qui n'était pas naturel pour la France.
Donc, vous voyez, je crois que j'essaye d'être extrêmement réaliste. Le contexte de la construction européenne, c'est la guerre froide, sur un champ de ruines. Alors, le champ de ruines, c'est plus jamais ça, c'est la guerre froide. Et dans le cas de la France aussi, ce sera l'accélération véritable de Gaulle, 62, c'est la fin de l'Empire. Au traité de Rome, le gouvernement français est très peu représenté. On envoie des secrétaires d'État. On ne s'implique pas. On ne va s'impliquer qu'à la fin de la guerre d'Algérie. Et là, c'est formidable. C'est le pivot européen de Gaulle qui explique aux Français que l'Empire s'est terminé après les accords d'Évian de mars 62. 16 semaines plus tard, mais pas plus, c'est la rencontre à Reims, sous l'égide de Monseigneur Marty, avec le chancelier. Puis des discussions à Colombey, et cette formidable tournée de discours appris par cœur à la jeunesse allemande à partir du mois de septembre. Mais vous voyez que là, le nouveau contexte pour la France, c'est on change de portage. La puissance de la France, ça sera plus l'Empire, ça sera l'Europe. Alors avec l'inconvénient d'une projection à la française de l'Europe. Hein. Mais le contexte, autre contexte, la fin de l'Union soviétique, l'effondrement sur lui-même du système soviétique, son échec interne, qui fait que il y a là une espèce d'extension de la construction carolingienne vers l'Europe centrale, vers l'Europe baltique, en 2004, grand élargissement, un peu rapide, à 10 pays, dont 6 n'avaient pas d'existence étatique en 1989. D'où les difficultés actuelles dans certains cas. Et là, nouveau contexte, et on était prêt, au fond, à gérer tout ça. Mais aussi, pression américaine pour que l'élargissement de l'Union européenne se fasse quelques semaines après l'élargissement de l'OTAN. Quelques semaines après. On a été très humiliés le 1er mai 2004 dans les pays où, par exemple, moi j'étais ambassadeur dans les pays baltes, en voyant qu'on s'était fait doubler de vitesse par l'élargissement de l'OTAN. Donc on a toujours eu cette difficulté avec les États-Unis, hein, qui n'ont jamais aimé complètement le projet européen quand il se devenait plus émancipé. Mais on a plutôt bien géré. Mais c'est un tout nouveau contexte. Et maintenant, il y a de nouveau, je dirais, depuis, alors c'est difficile à dater, 2001, l'entrée de la Chine dans l'OMC, mais aussi le 11 septembre. L'année 2001 est tout à fait fondamentale. Hein. 11 septembre, et puis en novembre, l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a quintuplé son produit intérieur brut depuis 17 ans. Quintuplé. On a un nouveau contexte qui est spontanément moins favorable à la construction européenne. Le démontage méthodique du multilatéralisme par les États-Unis, je cite Jean-Yves Le Drian, la vision chinoise d'une Europe qui est fondamentalement considérée comme une cible, pillage technologique, marché captif, une cible, et le revanchisme russe, largement lié aux erreurs américaines en Ukraine. Donc le contexte est un contexte, je dirais, qui est intéressant parce que trois choses, et je terminerai là-dessus. Un, il nous oblige, mais là je raisonne en géographe, c'est une vieille discussion avec Thierry, pas un débat, hein, un vrai échange depuis très longtemps. Je pense qu'il faut qu'on ajoute une échelle de référence à la construction européenne, qui n'est pas seulement le franco-allemand carolingien élargi, puis l'élargissement en plusieurs étapes, réservant la dimension mondiale aux seules questions commerciales, et à la concurrence, et la taxation des GAFA. Il faut c'est pas refonder le projet européen, c'est pas repenser le projet européen, c'est ajouter une dimension qui est quel est le sens du projet européen politique à l'échelle mondiale, en plus des autres. Et là, on se rend compte qu'il y a des divergences, notamment entre la France et l'Allemagne. On n'a pas du tout la même façon d'aborder les questions internationales dans les deux cas.
pour toute une série de raisons. Donc c'est un facteur en fait de divergence. Cette insertion de la construction européenne à l'échelle mondiale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une prise de conscience. Vous avez sans doute lu le discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker, qui est d'ailleurs un grand lecteur du rapport Schuman, comme le président de la République, qui est, par l'intermédiaire de Thierry, présent. C'est son dernier texte écrit européen actuellement, sur le marché des idées, qui est présent là dans notre rapport. Il y a une prise de conscience de ce que le président appelle l'Europe souveraine. Jean-Claude Juncker parle de l'heure de la souveraineté européenne a définitivement sonné. Et bien que non germaniste, je cite le concept de Juncker, Weltpolitik Fähigkeit. Il le cite d'ailleurs en allemand, comme si c'était un message qu'il adressait aux Allemands. Est-ce que les Allemands sont capables d'avoir une politique internationale qui ne se limite pas au commerce et aux parts de marché et aux brevets? Pour l'instant, la réponse est non, pour des raisons parfaitement explicables. Donc, il y a maintenant, et surtout depuis Trump et Poutine, une prise de conscience que l'Union européenne n'est pas seulement un projet fondé sur des valeurs, mais aussi sur des intérêts. Et ça a été longtemps tabou de parler d'intérêts européens. Longtemps était tabou. Les intérêts, c'était les Américains. Nous, on s'occupait des valeurs. Aujourd'hui, il y a une remise en cause des valeurs à l'intérieur, mais il y a une prise de conscience des intérêts. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, c'est positif. C'est le début d'une réflexion sur le sens de la construction européenne à l'échelle mondiale, dans le contexte extrêmement désagréable qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, je vais conclure là-dessus et, sans vouloir me substituer au président, passer le relais à Thierry qui va parler des dimensions internes, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de contradiction dans le temps, synchronique, entre enfin une prise de conscience de la nécessité d'assumer les intérêts européens à l'échelle mondiale. Alors, Weltpolitik Fähigkeit, ça veut dire capacité politique mondiale. On commence à parler de ça en Allemagne. Madame Merkel dit, en gros, il faut compter sur nos propres forces par rapport aux États-Unis. Donc, il y a une vraie prise de conscience. On commence à défendre nos intérêts. On a mis en place hier une sorte de véhicule de transaction qui permet d'acheter du pétrole iranien et de vendre des machines-outils sans passer par le dollar. Il y a une prise de conscience de nos intérêts et c'est à ce moment-là qu'il y a une crise des valeurs à l'intérieur. C'est-à-dire il y a un affaiblissement du projet européen de l'intérieur. C'est un phénomène général qui est lié à toute une série de facteurs, mais je retiendrai simplement une remarque française de Jean-Marc Sauvé, je ne sais pas si vous le connaissez, ancien vice-président du Conseil d'État, puisque le président du Conseil d'État, c'est le Premier ministre, donc le plus haut fonctionnaire de France, un très grand homme, un homme d'État, un homme de service public, qui dit au moment de prendre sa retraite, comme vice-président du Conseil d'État, le consensus d'après-guerre sur l'antitotalitarisme est en train de s'effacer. C'est très exactement là où on est, et notamment chez les nouvelles générations, dont certaines ont perdu la mémoire du temps long de l'Europe. Et je crois que dans ces consultations citoyennes, il est absolument essentiel de rappeler d'où on vient dans ces périodes successives, si vous voulez, en montrant que c'est une construction qui est une réponse, qui est une rencontre entre une volonté de coopérer au sens propre, Zusammenarbeit, et de répondre à des contextes, ou de s'adapter à des contextes, ou de façonner le contexte. On n'est pas seulement appelé à être réactif ou défensif. Il faut aussi on a des intérêts offensifs et pas seulement défensifs. Et c'est à ce moment-là, au moment où on en prend conscience. Moi, j'ai jamais lu un discours de Juncker comme ça, aussi puissant en termes d'intérêt. C'est à ce moment-là que ça craque sur le plan des valeurs dans un certain nombre de pays, sinon dans la majorité des pays, qui sont pourtant des pays, la plupart du temps, extrêmement prospères. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette fresque à la fois historique et internationale qui a replacé
la question européenne. On a souvent effectivement la conception d'une Europe qui a été fondée un peu sur des questions internes, qui sont celles de mettre la paix entre les Français, les Allemands et les autres peuples de l'Europe. Vous avez bien rappelé que le contexte international avait été très déterminant dès le début de l'Union européenne, avec l'influence américaine. Aujourd'hui, les questions au plan international qui se posent, que ce soit la gestion commune des migrations, qui est une thématique qui revient en permanence, qu'on retrouvera peut-être aussi sur les enjeux internes avec les dissensions qu'elle cause, mais la mise en place de Frontex pour avoir des frontières communes avec l'international, la question de la défense de la place de l'Union européenne comme un marché efficace, un lieu de production face aux différents compétiteurs que vous avez mentionnés, la question du multilatéralisme. Et vous avez rappelé que aujourd'hui, il était en train de se dissoudre quelque peu, les questions de défense également, qui peuvent servir de relance au plan interne, mais qui répondent à des questions internationales, à des menaces nouvelles. Tout cela aujourd'hui fait une Europe dont on dit plutôt qu'elle est l'Europe qui protège, et qu'elle protège notamment vis-à-vis de l'extérieur. Alors, avant peut-être de donner la parole à Thierry Chemin, qui pourra la prendre dans le cadre de cette première thématique pour introduire la deuxième thématique sur les enjeux internes de l'Union européenne, je crois que nous pouvons nous arrêter déjà sur à partir de cette introduction très, très riche pour peut-être bien faire le tour immédiatement avec l'ensemble de cette salle pour voir de quelle manière ces enjeux sont perçus, quels sont les défis qui apparaissent comme les plus importants aux yeux des uns et des autres. Pour quelles raisons l'Union européenne peut nous permettre peut-être de nous protéger mutuellement dans un monde qui n'est pas très nouveau d'ailleurs, mais contient un certain nombre de menaces, ou bien peut-être l'Europe, dans certains cas, peut-elle être au contraire un boulet qui empêcherait, c'est ce que pensait une partie des Anglais, de faire face de manière plus légère aux différentes reconstructions dans lesquelles le monde en permanence se trouve. Donc je me tourne vers les uns et les autres. N'hésitez pas à adopter, vous aussi, dans la suite de nos efforts, cet objectif de consultation citoyenne. Voilà, nous avons fait une première partie en essayant d'expliquer un petit peu le modèle, de lancer quelques idées. Et maintenant, c'est à vous de faire la suite en relançant cette conversation. Et je me retournerai de nouveau vers l'ambassadeur Fouché pour éventuellement relancer telle ou telle question. Notre propos était évidemment extrêmement bref. Ce sont des questions très nombreuses sur lesquelles nous pouvons nous tourner. Qu'est-ce qui souhaite avoir un de ces trois micros que nous avons près de nous? Il y en a peut-être même un quatrième qui se promène. Oui, il est entre vos mains, chère madame. Les enjeux externes de l'Union européenne, à quoi nous sert-elle cette Union européenne? À quoi devrait-elle mieux nous servir? Merci. J'ai une première question après votre intervention sur la situation franco-allemande. Je suis relativement près de la situation en Allemagne. Je suis allemand. Et je vis ici en France et donc je sais à peu près qu'est-ce qui se passe en France aussi. Je suis plutôt pessimiste, pour ne pas dire très pessimiste, en ce qui concerne si on n'a pas la chance, les trois années qui vont suivre avec ce gouvernement qu'on a aujourd'hui en Allemagne, qui est tellement faibli pas uniquement des problèmes internes. Les grands problèmes dans cette coalition n'arrêtent pas. La CSU travaille contre son partenaire avec laquelle existe une union. Et donc, j'ai suivi maintenant très près ce qui se passait dans les derniers jours et je vois que Merkel semble très, très, très fatiguée et faiblie. Et elle a pratiquement perdu la pouvoir. Elle va organiser les choses qui arrivent aujourd'hui, lendemain, et ça s'arrête là. Donc je ne vois pas du tout, et ça commence déjà avec cette non-réponse à Macron.
après certainement son discours à la Sorbonne, j'étais très content que Macron était, avant son élection, si je ne me trompe pas, il était à Berlin, il a parlé avec Habermas, qui a lancé pas mal des propositions pour améliorer la situation interne des institutions européennes, etc. Mais zéro depuis un an, depuis cette gouvernement qu'on appelle Merkel 4 est en place. Donc, qu'est-ce que votre analyse de cette situation? Écoutez, elle est exactement la même que la vôtre et nous en parlions tout à l'heure avec la directrice. Notre rôle, c'est d'essayer de dire les choses, surtout quand on est convaincu depuis toujours de l'importance centrale de moi ce que j'appelle l'alliance franco-allemande ou germano-française. C'est une alliance en réalité. Si on regarde l'histoire de l'Europe sur plusieurs siècles, c'est une alliance. C'est pas un couple. Le mot couple conduit à des impasses. Le couple vieillit, le couple se fâche. Faut sortir de ça. En Allemagne, on parle de tandem, on peut parler de partenariat. Pour moi, c'est une alliance. Et en effet, ça ne va pas bien. Et en plus, on ne peut pas le dire. Parce que si on le dit, évidemment, tous les anti-européens en profitent. Donc c'est délicat. Moi, j'avais conseillé aux conseillers des 2 derniers ministres des Affaires étrangères de reprendre des activités de travail en commun, discret, sur toute une série de sujets qui fâchent. Et je crois que ça n'a pas été fait. C'est bien dommage. Hein. Mais notre ami regretté Daniel Vernet avait rendu compte dans le monde, de manière extensive, du travail que j'avais fait avec le Planungsstab sur notamment toute la problématique de la politique extérieure de l'élargissement en 2001-2002. On avait lancé un 2e exercice sur la mondialisation et là, on avait eu beaucoup plus de difficultés. Je cite ce point parce que aujourd'hui, du point de vue de l'Allemagne, la France n'est plus que le 4e partenaire commercial. Les entreprises allemandes sont complètement globalisées. C'est le premier exportateur mondial. Et donc, il y a le marché européen ne devient pas central pour l'avenir des entreprises allemandes. Ça, c'est un fait. Or, l'Allemagne n'a pas de Weltpolitik, elle n'a qu'une Wirtschaftspolitik, ce que je ne critique pas, c'est un fait également. Donc, si l'Union européenne est une contrainte, elle peut s'en affranchir en trouvant des arrangements commerciaux avec les États-Unis. C'est en fait ce qui est en train de se passer. Et ça court-circuite le processus de négociation. L'Allemagne est tentée par le bilatéralisme quand il s'agit de défendre ses intérêts. Et donc, on peut prendre une série de décisions. Madame Merkel, après Fukushima, pour des raisons de politique interne, décide toute seule dans son coin d'abandonner le nucléaire. Bon, très bien. Aujourd'hui, ça conduit l'Allemagne à ne pas respecter l'accord de Paris. Ça met le pays en difficulté parce que l'énergie est beaucoup plus chère qu'en France. Sur les réfugiés, c'est autre chose parce que moi je l'ai soutenue quand j'ai eu l'occasion de m'exprimer ou d'écrire. Elle a décidé ça toute seule. C'est une fille de pasteur, elle a eu un geste, je crois qu'il fallait le faire. Même si aujourd'hui elle en paye le prix. Simplement, elle fait ça toute seule. Et puis ensuite, elle parle d'Europe. Mais l'Europe vient là un peu en sous-traitance pour faire le service après-vente en disant on va répartir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je ne lui reproche pas. L'Allemagne est un grand pays en position hégémonique. Même si c'est un hégémone mal accepté. Mais c'est un fait économique et financier. Et donc, la chancelière prend des décisions sans consulter ses grands partenaires. Et ensuite, partage en quelque sorte les conséquences. Je m'excuse je ne veux pas lui faire
un procès. Hein, c'est pas ça la question. Il s'agit pas non plus de dire c'était mieux avant quand Kohl et Mitterrand se sont rencontrés 117 fois. C'était un autre contexte. Ils ont géré un tout autre contexte. Et aujourd'hui, on en a souvent parlé avec Thierry, nous faisons face collectivement à des défis régaliens. Terrorisme, contrôle des frontières. L'Union européenne n'a pas de frontières. L'Union européenne n'est pas un État. Les soi-disant frontières de l'Union européenne, ce sont les frontières de l'Espagne face au Maroc, de l'Italie face à la Tunisie, de la Grèce face à la Turquie. Ce ne sont pas des frontières d'une entité qui s'appellerait l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas un État. Mais bon, c'est impossible de faire admettre ça dans le vocabulaire courant, mais c'est une réalité. Donc, vous voyez, on a aujourd'hui des difficultés. Alors, le président Macron fait un discours à la Sorbonne, beaucoup trop long d'ailleurs, pour être compris de ses partenaires, beaucoup trop long. Je suis désolé, en une demi-heure, on devrait pouvoir dire les choses. Et puis, en effet, il n'a pas de réponse. Alors, Joachim Bitterlich a plusieurs fois répondu, oui, écoutez, nous, on a fait des propositions pendant 10 ans, on n'a pas eu de réponse non plus. Donc, laissez-nous un peu de temps. La France n'avait pas mis d'idées sur la table dans les 10 dernières années, dans les 2 derniers quinquennats. Pas une seule idée. Pas une seule idée. Donc là, il y en a un peu trop d'un seul coup. C'est très bien. Il faut du travail. Mais Madame Parly n'a aucune réponse de sa collègue allemande sur les questions de défense, les questions concrètes. Pour des raisons que vous avez indiquées, qu'il ne me revient absolument pas de juger. Hein, là, il y a une espèce d'inversion des situations. Mais ce qui me gêne, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est on commence, quand on raisonne à l'échelle mondiale, on commence à apercevoir des divergences d'intérêts. Par exemple, l'Allemagne ne veut pas de taxation des GAFA. Elle traîne des pieds parce qu'elle ne veut pas compliquer sa relation avec Washington sur les taxes supplémentaires sur l'automobile. C'est très simple, hein. C'est 30 milliards. Vous voyez, c'est une politique un peu mercantiliste aujourd'hui, à courte vue. Alors nous, Français, on a plutôt tendance à être dans la théorie. D'ailleurs, le discours, il est à la Sorbonne, c'est pas à la Chambre de commerce. Hein, donc, on aime bien les grandes idées et on estime que quand on a fait un bon discours et qu'on a mis des beaux concepts sur le marché, des idées, ça y est, le problème est aux 3 quarts réglé. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on parle de souveraineté européenne en France, en Allemagne, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe va penser? Ça n'existe pas, la souveraineté européenne, du point de vue allemand. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une capacité d'action. C'est pas la même dans le terme que j'ai cité tout à l'heure. Donc je crois qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, peut-être dans des cercles discrets, mettre sur la table tous les sujets de divergence. Et je crois malheureusement que ce travail ne se fait pas là où il devrait se faire. Alors peut-être dans les instituts, dans les Stiftung, mais je n'en suis pas sûr. Et comme disait Václav Havel, les institutions meurent parfois d'un excès de politesse. Alors des intérêts divergents à l'interne, et en même temps des défis au plan international que nous avons auxquels nous avons à faire face de manière commune. Il est intéressant de voir que sur la question notamment des migrations, même les plus anti-européens comme M. Salvini se tournent immédiatement vers les capitales des autres États de l'Union européenne pour les aider à faire face à ces mouvements de population. Donc les divergences des uns et des autres, évidemment l'intérêt de M. Salvini c'est de les envoyer en Autriche, l'intérêt de l'Autriche c'est de laisser ces migrants en Italie, du moins dans le point de vue qui est retenu par ces gouvernements. Il y a des divergences, mais il y a un problème qui est commun. Vous avez évoqué également la question de la mise en place d'un mécanisme qui permette de faire, notamment en matière pétrolière, du commerce international sans avoir recours systématiquement au dollar, qui nous permettrait d'échapper, on l'a vu sur la question iranienne, à cette contrainte américaine, à cette espèce de globalisation des positions américaines. Voilà quelques-uns des conflits auxquels peut-être, ou en tout cas des défis auxquels une position européenne commune, sans doute difficile à trouver, nous permettra de faire face. Quelle autre thématique pourrait-on évoquer dans lesquelles nous sommes heureux d'être européens pour faire face à
à des menaces extérieures communes? Vous semble-t-il que l'on fasse assez, ou devrait-on faire plus? C'est un petit peu l'intérêt aussi de ces conventions ou de ces consultations européennes, n'est-ce pas, de faire surgir les thématiques qui sont communes, de faire voir un peu quelles sont les inquiétudes telles qu'elles sont formulées, et si de faire surgir des débuts de solutions auxquelles parfois on n'a pas songé. Donc n'hésitez pas à vous emparer de ces micros pour alimenter cette discussion. Monsieur. Oui, je me rappelle qu'il y a quelques jours, il y avait M. Grosser ici, et il a rappelé aussi que en fait, l'Union européenne, ça sert à faire des compromis entre les intérêts des différents États membres. Maintenant, aujourd'hui, on parle des frontières, de non-existence d'un État européen et de non-existence d'une souveraineté européenne. Est-ce que la voie serait de converger vers un État européen, et est-ce que ça passe par plus de direction générale à Bruxelles, ou est-ce que ça restera forcément des dialogues entre les États membres? Une réponse, oui. Alors, je ne pense pas que c'est vers ça qu'on puisse aller et qu'il faille aller, parce que c'est à rebours de la longue histoire du continent, qui est quand même le lieu où on a inventé l'État-nation. Et c'est surtout pas le moment de remettre en cause la problématique de l'État-nation, hein, même s'il y a plusieurs conceptions. Alors, il y a du fédéral, hein, dans la construction européenne. Hein. L'euro, c'est fédéral. La Banque centrale, c'est une institution fédérale. La Cour européenne de justice. Il y a des mandats uniques de négociation, hein, sur la concurrence. Hein, Madame Vestager, j'espère qu'elle deviendra présidente de la Commission. Elle négocie. Hein, position de force. Madame Malmström. Ça, c'est du Michel Barnier. Il a un mandat fédéral pour négocier le Brexit. Bon, c'est tout. Quelques autres domaines, politique extérieure, on n'en parle pas. Hein, c'est de l'imposture. La politique extérieure, elle est complètement nationale. Il y a quelques éléments de convergence sur certains points, mais c'est pas moteur, si vous voulez. C'est plutôt la mise en scène. On commence à penser aux questions de frontières, mais il faudrait commencer par avoir une conception commune du droit d'asile. Vous avez des pays qui mettent quelques mois pour accorder ou non l'asile, et en général de manière assez généreuse. Les Pays-Bas, 85% en quelques mois. La France, ça dure 4 ans, 5 ans, et on n'accorde que le tiers des demandes formulées. D'où le désordre généralisé. Mettons-nous d'abord d'accord là-dessus. Alors c'est très compliqué, je parle devant un juriste, c'est très très compliqué, bien sûr, mais on pourrait là progresser. Donc je ne crois pas. Je crois que en effet, il faut produire de la convergence sur des intérêts communs ou des intérêts partagés, et éventuellement faire en effet des concessions. Hein. Ça, je crois que ça a toujours fonctionné comme ça. Hein. C'est l'histoire de l'euro. Hein. L'euro, c'est une forme partagée du Deutschmark, et la Banque centrale, c'est la Bundesbank à Francfort. Hein. Donc, c'est un compromis assez particulier, mais c'est comme ça, et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Hein. Ça fonctionne très très bien. C'est la deuxième monnaie de réserve du monde. Hein. C'est un grand succès. Ça marche, la construction européenne. Le marché unique, ça marche. Tous les jours. Il suffit de rouler sur les autoroutes pour s'en rendre compte. La monnaie unique, ça marche. C'est la deuxième monnaie de réserve du monde. 40% de la banque centrale russe, c'est de l'euro. 28% de la banque centrale chinoise, c'est en euros. C'est une monnaie qui va prendre de l'importance contre le dollar. Pas tout de suite. Donc, vous avez le droit européen. Le droit, ça existe. Hein, ça fait référence. Le droit de la concurrence, etc., etc. Ce qui manque, c'est... là, il faudrait trouver des convergences fiscales. Ça, c'est un des grands défauts actuels. La concurrence fiscale entre États. Donc, on peut prendre rubrique par rubrique. Il y a en effet une base
extrêmement solide. Mais encore une fois, quand on a affaire à des défis régaliens, c'est très compliqué de trouver des réponses communes à plusieurs États. C'est très compliqué. Il faut l'accepter. Bon, ben, moi, je trouve qu'on progresse quand même. Pour ajouter un ou deux éléments sur cette question effectivement très, très importante. Donc oui, retour des défis régaliens. Or, l'Union européenne, en fait, n'a pas été construite pour répondre à ce type de défi. Ça, je crois que c'est quand même un élément très important. C'est pas de sa faute. Je crois aussi que c'est important de le dire. Là aussi, je parle sous le contrôle du juriste que vous êtes, David. Sont les États qui sont les maîtres des traités. Et ce sont eux qui, jaloux de leur souveraineté, ont décidé de confier certaines compétences et d'en conserver d'autres. Et en 1954, la France, très concrètement, a dit non, en tout cas la France, l'Assemblée nationale, au traité devant instituer la communauté européenne de défense. Et donc, face effectivement à cet échec, l'économie est devenue la voie de l'intégration, est devenu le cœur d'ailleurs de l'intégration au milieu des années 80. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce que sait faire l'Union européenne, c'est faire fonctionner le marché. Ça, on sait très bien le faire. On sait exercer une politique de la règle au niveau européen. Il y a une politique de concurrence, Michel en parlait à l'instant, qui est très efficace. On a surmonté ensuite ce marché par une monnaie et pour le coup... la Banque centrale européenne sait faire fonctionner la politique monétaire. C'est efficace aussi. Le fait est que, face à des crises de nature régalienne qui touchent au cœur de la souveraineté des États, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'encore une fois, l'Union européenne n'a pas été construite pour faire ça. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on passe de cette politique de la règle à une politique qui permet de faire des choix discrétionnaires, de prendre des décisions, au sens le plus politique du terme, sur des enjeux qui touchent, encore une fois, au cœur de la souveraineté des États. Je pense que la question, c'est vraiment celle-là. Je pense que c'est la question qui évidemment sous-tend le discours de la Sorbonne prononcé il y a 1 an par le président français auquel faisait allusion Michel tout à l'heure. Le problème de l'expression d'Europe souveraine, de ce point de vue-là, mais là encore, je parle sous votre contrôle, David, c'est que la souveraineté, ça renvoie au moins à 2 choses qui sont confondues dans cette expression. Ça renvoie d'un côté aux critères de l'État, et donc ça laisse entendre que finalement la construction européenne devrait évoluer vers une forme de fédéralisme. Je suis entièrement d'accord avec Michel, je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui dans le contexte actuel. Alors il ne faut pas insulter l'avenir, peut-être que ça aura lieu demain, après-demain, à moyen ou long terme, mais certainement pas aujourd'hui. Et puis la souveraineté, ça renvoie à une deuxième chose, ça renvoie à l'exercice de compétences régaliennes. Et là, effectivement, on peut peut-être avancer sur ce sujet-là. On peut peut-être avancer parce que ce qui est très frappant, c'est que la question de l'exercice des compétences a toujours été abordée à partir d'une dichotomie, pardon, c'est un petit peu technique, mais entre finalement la logique communautaire d'un côté, la logique d'intégration, la logique fédérale, peut-être pour aller un peu vite, et puis une logique intergouvernementale de l'autre, de coopération entre les États, sur la base de laquelle les décisions sont prises. Ce qui me frappe beaucoup dans le contexte actuel de retour des défis régaliens, c'est que je crois que ça doit nous conduire à repenser les modalités d'exercice de compétences au niveau national et au niveau européen en surmontant cette dichotomie entre le communautaire et l'intergouvernemental. Je prends un exemple, le contrôle des frontières. Est-ce que ça relève uniquement du national ? Oui, classiquement, effectivement. Ce qu'a révélé en tout cas en 2015-2016 la crise migratoire, c'est un degré d'interdépendance entre les États sur ces enjeux liés aux migrations, des défis en termes d'accueil, en termes d'asile, en termes de migration, en termes de gestion des flux migratoires, en termes de sécurité aussi. Et ce qu'on a découvert, c'est peut-être qu'un segment, mais là je parle sous le contrôle pour le coup du géographe qui est Michel Fouché,
on a découvert que finalement, une frontière italienne, grecque ou espagnole était un segment de la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc comment on fait pour gérer, pour exercer le contrôle finalement des frontières? À quel niveau ça se fait? Est-ce que c'est uniquement au niveau national comme c'est le cas classiquement? Est-ce que c'est au niveau national et au niveau européen? Et au niveau européen, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est sous la forme d'une coopération entre États? Est-ce que c'est sous une forme fédérale? La transformation de Frontex en corps de garde-frontières et de garde-côtes européen, c'est un corps de garde-côtes et garde-frontières qui est financé sur le budget européen, pas sur les budgets nationaux. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas là conduit à une réflexion qui doit nous amener à, encore une fois, revoir notre compréhension et puis les propositions que l'on peut faire en termes d'exercice, de compétences pour répondre à ces défis régaliens. Je prenais l'exemple du contrôle des frontières, mais il y aurait sans doute d'autres exemples qu'on pourrait prendre, en matière d'antiterrorisme par exemple, qui encore une fois échappent à nos catégories traditionnelles et où on est obligé de faire preuve d'un peu d'imagination créatrice, comme souvent quand on est confronté à la pression des événements, comme souvent quand on est confronté à des crises, et quand on est confronté effectivement à quelque chose qui ne relève pas uniquement de la politique de la règle, mais à quelque chose qui relève de la politique de l'événement. Alors les questions qui ont été soulevées, le propos qui est le vôtre, montre aussi l'interdépendance qui existe entre les problématiques internes et les problématiques externes. Et on peut discuter de savoir quelle est l'organisation qui est la plus efficace, et puis indépendamment de ce qui serait le plus efficace en théorie, qu'est-ce qui est faisable à un moment particulier de l'histoire européenne. Il est certain que si ce sont les États qui doivent discuter, les intérêts particuliers de chacun apparaissent au premier plan. Il est parfois plus compliqué d'arriver à un résultat lorsque l'on se fédéralise et qu'on confie à la Commission européenne, qui est composée de fonctionnaires indépendants et rationnels, la détermination des politiques, sous le contrôle sans doute du Parlement, mais avec une action plus centrale. À ce moment-là, l'intégration des intérêts des uns et des autres, la poursuite d'un intérêt commun européen est sans doute plus facile. Mais on est là, évidemment, dans les questions internes à l'Union européenne. Comment est-ce qu'on est le plus efficace? Mais efficace pourquoi? Et c'est là que sont les enjeux externes. Et qu'ensuite, on peut s'interroger sur le fait de savoir comment il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, est-ce que c'est possible aujourd'hui ou pas. Et ces questions, on les a évoquées, c'est la question de la lutte contre le terrorisme, où là, l'Union européenne a montré, justement, les difficultés qu'elle a eues avec des armées. Pour le coup, c'est très régalien, c'est très national. Les Allemands ne font rien sans avoir demandé l'autorisation et après sans avoir informé le Parlement. Les Français ont une tradition où c'est l'exécutif qui décide. On informe sans doute le Parlement, mais a posteriori. Pour intervenir, c'est évidemment pas du tout les mêmes conditions. La stratégie même de la France, l'intervention militaire, n'est pas la même que celle de l'Allemagne, qui intervient plutôt sur le cadre général de la stabilisation des pays. Autre question, c'est la question des migrations. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Alors, est-ce qu'il faut un Frontex fédéralisé ou est-ce qu'il faut une coopération des différentes structures d'ordre public des pays? Là encore, on peut en discuter. Mais l'enjeu externe, c'est l'enjeu des migrations. Alors, c'est pas uniquement d'ailleurs protéger la frontière, sans doute aider les pays à garder leur population en les aidant à se développer. Enfin, il y a là plusieurs possibilités d'intervenir. Il y a la question de la protection des données personnelles, qui est une question dans le monde du futur de plus en plus importante. Et là, l'Union européenne, avec le règlement général sur la protection des données, a développé la première, une œuvre juridique sans doute pour une large part, mais qui a tendance à s'imposer sur l'ensemble du monde. Est-ce qu'on aurait été capable, la France, l'Allemagne, l'Italie, en ayant chacun son modèle? Les Allemands sont très Datenschutz depuis toujours, les Français y sont un peu moins sensibles, pour des raisons sans doute historiques, mais là c'est vraiment l'Union européenne, par le biais de sa structure juridique, qui a réussi à imposer un modèle et qui est immédiatement repris. Moi j'ai été, comme tout le monde ici, beaucoup sur Internet. Je suis tombé 2 fois ces derniers temps sur des sites américains qui m'ont opposé un écran blanc en disant « vous êtes dans un pays qui applique la réglementation européenne et par conséquent, comme nous-mêmes ne sommes pas sûrs de répondre à cette réglementation, nous ne vous donnons pas assez accès au site ». Alors l'Europe aurait perdu si tous les sites du monde nous offraient des écrans blancs en disant « non, vous avez aux règles européennes, ça n'intéresse personne et on vous met en dehors du monde ». C'est pas ce qui se passe.
la plupart des États sont en train de réfléchir à adapter leur réglementation, à adapter leur gestion de flux pour que les Européens, parce qu'ils sont 500 millions, continuent de pouvoir avoir accès à leur site. On pourrait sans doute trouver encore beaucoup d'autres domaines dans lesquels l'Union européenne, vous parliez de la taxation des GAFA, voilà encore un domaine dans lequel on essaie de produire. Alors, ce qui est aussi peut-être une pierre de touche, c'est la question du Brexit, puisque les Anglais eux, ont pris le chemin inverse. Ils ont dit, ben non, nous serons des chevaux légers, nous allons faire notre affaire, nous sommes connectés en raison de notre histoire particulière avec l'Australie, avec Hong Kong, avec les États-Unis bien sûr, le Canada sans doute, et puis on peut trouver d'autres, des pays qui sont avec l'Inde. Oh là là. Peut-être encore, moi qui suis en train de faire le Brexit de mes affaires, et l'Union européenne, au contraire, et en tout cas les pays que nous sommes, avec des difficultés, mais considèrent malgré tout, non, ça n'a pas d'importance, je vous en prie, merci beaucoup, et considèrent qu'il faut continuer de travailler ensemble. Alors, est-ce que le projet européen, et on reviendra ensuite sur le fait de savoir en interne comment il faut le faire fonctionner, mais encore faut-il qu'il serve à quelque chose. Alors, à quoi doit-il servir? Qu'est-ce qu'on en pense dans la salle? Pourquoi est-ce qu'il faut l'Europe? Est-ce qu'il y a encore d'autres thèmes? J'en ai évoqué quelques-uns en fonction de ce qui me venait à l'esprit. Mais... Bon, l'Europe, peut être intéressante par sa masse, c'est 500 millions d'habitants avec un très gros PIB, etc. Mais il faut que ce PIB, pour qu'il ait une vraie valeur, qu'il soit vraiment, comment dirais-je, qu'il y ait une certaine homogénéité. Et pour qu'il y ait une homogénéité, il faut que dans chaque pays, cette masse ne sera pas gratuite, si je puis dire. C'est-à-dire que chaque pays devra faire des efforts. Si on fait une Europe de la défense, bon, c'est bien, mais de notre côté, il y a les pays baltes. Bon, est-ce que les Français ou les Portugais qui sont loin de la Russie sont intéressés d'éventuellement d'envoyer des troupes dans les pays baltes? C'est la même chose pour l'immigration. Il y a les Grèces et les Italiens qui sont, comment dirais-je, touchés, oui, qui reçoivent des migrants. Est-ce que les autres pays qui sont la Pologne ou justement la Lituanie, eux, donc actuellement, il y a quand même une très grande divergence en Europe. Et finalement, quand on veut faire l'Europe, on explique, je pense que ça, les politiques, à mon avis, sont assez responsables, c'est que tout ce qui est bien, c'est eux qui le font, tout ce qui est mal, c'est l'Europe qui le fait. Donc finalement, on n'explique pas d'une manière assez objective, finalement, on dit, voilà les avantages qu'on va en tirer, mais il y aura des contreparties. Et ça, je crois que les contreparties, il faut bien les expliquer aux populations, parce que les populations ne sont pas forcément on peut pouvoir beaucoup réfléchir à ce qu'était l'Europe, et finalement, ils tombent un peu du placard, comme on dit familièrement, lorsqu'on leur dit, là, finalement, il y a plus de chômage, et là, c'est la globalisation, et c'est vrai qu'il y a des gens qui réussissent très bien, puis il y a des gagnants et des perdants. Et je crois qu'il faut aussi tenir compte des perdants, que chaque unité, ou chaque fois qu'il y a eu des rassemblements de pays, notamment l'unité italienne, il y a eu des gagnants et des perdants. Donc ça, il faut y penser pour que justement il n'y ait pas de réticence des populations. Autre prise de parole, remarque. Peut-être simplement une petite idée. Il y a de temps en temps des discussions sur une Europe des deux vitesses, c'est-à-dire on a un espace économique qui marche très très bien, et s'il y a des pays qui veulent approfondir, par exemple, tout ce qui est de l'espace euro, là, il faut, à mon avis, faire quelque chose avec urgence pour éviter ce genre, c'est ce qui se passait avec la Grèce, etc. Donc, est-ce que c'est une idée pour avancer, de créer, je sais pas, avec les 19 pays qui sont dans l'euro, et s'ils sont d'accord, un espace qui progresse un peu plus et qui montre le chemin, soi-disant. Et les autres restent là où ils sont et ils regardent qu'est-ce qui se passe. Et si ça marche bien avec cette petite cercle, voilà, on peut peut-être convaincre les autres. Donc, mais ça, c'est une idée. Hein. Je ne sais pas si on discute ça ou si c'est une idée farfelue. Mais en tout cas, il y a pas mal des propositions que j'ai lues dans les dernières années qui vont dans ce sens-là. C'est peut-être une question pour tout à l'heure sur les questions internes.
des défis internes. Oui. Non, moi, j'ai bien aimé votre comparaison avec l'unité italienne, hein, avec la phrase de Cavour, on a fait l'Italie, maintenant il faut faire les Italiens. Salvini, c'est la Lombardie. Di Maio, 5 étoiles, c'est le Mezzogiorno. C'est une coalition nord-sud. Renzi, c'était la Toscane. Donc, on retrouve l'AfD, on dit en France extrême droite, parce que la France n'arrive pas à avoir une lecture. En France, on ne sait pas comprendre les autres. Donc, on calque nos catégories sur ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'en effet, il y a un électorat qui vient du SPD, CDU, CSU, mais c'est d'abord un électorat qui vient de l'ancienne Allemagne de l'Est, où cette société n'a pas eu, pour paraphraser Romain Gary, d'éducation européenne. Full stop. Madame Merkel est devenue européenne à 36 ans. Il y a encore une nostalgie à Dresde ou ailleurs de c'était mieux avant, l'État-providence est-allemand, chez les anciens. Plus dans l'espace soviétique, une xénophobie très forte. Et une conception ethnique de la nation. Hein, tout ça, et ça ressort. Ça ressort. Et c'est vrai que pendant l'élargissement, on a eu raison de le faire, mais on a négligé tout ça, parce que c'était d'abord technique, c'était économique. Hein. Donc, et c'est vrai que la construction de l'euro n'a pas abouti à la convergence attendue. Mais ça, c'est un effet de la globalisation. C'est un effet de ce changement d'échelle. C'est pas lié à la zone euro. La zone euro, quand même, la première, une zone de prospérité à l'échelle mondiale. Je sais bien qu'on n'aime pas quand on dit ça en France, mais enfin, c'est la réalité. Donc, il y a en effet des phénomènes de divergence qui sont en partie culturels. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux dans la globalisation que d'autres, notamment les pays d'Europe du Nord. Donc, en effet, il y a des divergences. Sur les questions de sécurité, l'OTAN est utile pour faire fonctionner le fameux article 5, principe de solidarité. Quand j'étais ambassadeur dans les pays baltes, on a commencé à monter en 2004, 2005, la police du ciel. Participation d'avions français pour patrouiller la frontière balto-russe. On l'a fait. Pas seulement les Anglais ou les Néerlandais ou les Allemands. Et on a des escadrilles basées à Šiauliai en rotation. Hein. Donc il n'y a plus de discussion là-dessus, même si ça n'est pas partagé par les opinions publiques. Alors après le débat sur les cercles, etc., bon, c'est pas seulement un débat français. Vous vous souvenez des propositions Schäuble-Lamers, Kern-Europa. Hein. Nous, on n'a jamais répondu à ça. Le discours de Fischer-Humboldt. On n'a jamais répondu au discours de Fischer-Humboldt. Donc on a, c'est un facteur de divergence entre la France et l'Allemagne. Hein. Madame Merkel a dit, on parle de l'Europe des 27, on est absolument contre quelque chose de restreint. Moi, j'ai envie de dire, il faut le faire et pas le dire. Il faut le faire, mais il ne faut pas le théoriser à la française. On n'a pas besoin de discours pour ça. Il faut le faire. Et je crois que le premier cercle à remettre en ordre de marche, c'est le cercle franco-allemand, et je vous assure qu'il y a beaucoup de travail. Peut-être un mot complémentaire par rapport à ce que vient de dire Michel sur l'Europe à 2 ou 3 vitesses, hein, d'ailleurs, parce que il y a bien sûr la zone euro, il y a l'Europe des 27 du marché, et puis il y a un espace économique européen qui est une formule qui pourrait aussi intéresser d'autres États qui aujourd'hui, par exemple, sont candidats à l'adhésion, mais qui pourraient se sentir bien plus à l'aise dans un espace économique européen plutôt que dans une Union européenne, justement renforcée, relancée, peut-être plus ambitieuse et plus exigeante politiquement, soit dit en passant. Est-ce que la zone euro, quand même, pour répondre plus précisément à votre question, peut être, disons, l'échelle pertinente de relance de l'intégration? J'avoue que je suis sceptique. En dépit de ce que disait Michel sur le fait que cette zone soit une zone de prospérité,
l'une des leçons quand même, je trouve, qu'on doit tirer de la crise de la zone euro telle qu'elle a explosé il y a 8 ans maintenant, c'est que les divergences sont quand même très fortes. Michel le disait, la monnaie unique a été créée pour produire de la convergence, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est de la divergence. Non seulement divergence entre le Nord et le Sud, fracture très, très connue, mais quand même entre les pays du Nord et les pays, disons, de l'Ouest, on ne peut pas dire que les convergences soient fortes sur les propositions de relance, enfin, et de réforme de la zone euro. Un exemple, évidemment, qui est une pomme de discorde entre la France et l'Allemagne, la question du budget, d'un budget spécifique pour la zone euro. On voit bien que ça ne marche pas, en dépit disons des avancées, de la main tendue par la chancelière à Meseberg en juin dernier, fin juin dernier. Néanmoins, la France a quand même été un petit peu déçue de cette réponse. La deuxième leçon donc, qu'on peut peut-être tirer de ces presque 10 ans finalement de difficultés de la zone euro, même si les choses vont mieux aujourd'hui, c'est que finalement, on le disait tout à l'heure rapidement, dans le cadre des contextes, des différents contextes géopolitiques d'ailleurs dont parlait Michel Fouché tout à l'heure, l'économie historiquement, en tout cas à l'échelle de la construction européenne, a été, j'allais dire d'abord un moyen de l'intégration, et puis est devenue le cœur du discours européen. Dans les années 80, le discours de l'or qui pouvait s'appuyer sur Mitterrand-Kohl, l'acte unique, etc. Donc l'économie a joué un rôle central, que ce soit sous la forme d'une modalité, d'une voie, ou bien quand l'économie est devenue une pièce centrale finalement du processus d'intégration. Est-ce que c'est encore le cas dans le contexte actuel depuis 10 ans? Franchement, j'en suis pas sûr du tout. Et de ce point de vue-là, donc je discuterais volontiers l'insistance, à mon avis excessive, même si on peut considérer que les réformes de la zone euro la réforme de la zone euro est nécessaire, qu'il faut essayer d'aller vers plus de convergence sociale, fiscale, qu'il faille peut-être un budget, mais en tout cas, si c'est un budget de redistribution financière, il y a peu de chances quand même que ça soit accepté. Donc présentons-le peut-être autrement. D'ailleurs, en parlant d'abord, c'était votre question, David, tout à l'heure, des objectifs collectifs qu'on doit se fixer. À quoi ça sert la zone euro? À quoi ça sert l'Union européenne? À partir du moment où on aura défini, on sera d'accord sur des objectifs collectifs, on pourra commencer à parler des moyens à mettre en commun pour essayer d'atteindre ces objectifs. Mais on voit que le problème n'est pas posé en fait dans ces termes-là. Donc, est-ce que, encore une fois, dans le contexte actuel, l'économie reste un moyen, une voie de l'intégration? J'avoue que je suis sceptique et je pense qu'il y a trop de capital politique investi par les autorités françaises en fait aujourd'hui sur cette question-là. Alors même que, et là je suis plutôt d'accord avec sur les positions françaises depuis un an, je pense que le régalien, pour revenir à ça, constitue davantage un potentiel de coopération et de relance plus fort, qui me présente d'ailleurs l'avantage de surmonter la ligne de clivage entre les pays de la zone euro et les autres. Ce qui est quand même pas neutre. Alors, sur les questions qui sont peut-être plus directement rattachables aux enjeux internes de l'Union européenne, évidemment, les questions méritent d'être peut-être un peu organisées. Alors, les questions de nationalisme, évidemment, les questions politiques, la convergence non seulement au plan économique, mais également au plan politique, elle est évidemment très, très nécessaire. La question de la convergence au niveau économique, vous en avez dit quelques mots, l'évolution des dettes dans les différents pays. Alors on a eu des mécanismes de solidarité lorsque certains pays ont été attaqués spécialement par les marchés. Ça a été aussi l'occasion de mettre en place les contrôles des banques, un certain nombre là encore de politiques unificatrices. La question du Brexit et puis la question de la démocratie, évidemment, qui est une question. Alors, est-ce qu'elle est vraiment centrale? Est-ce que c'est un des thèmes actuellement qui mérite d'être encore étudié? On parle beaucoup des Spitzenkandidaten là bientôt avec les élections européennes. Est-ce que c'est une thématique qui n'a pas un peu
perdu de son caractère central au regard de toutes les évolutions politiques, économiques, externes qui sont en train de se poser. Voilà quelques premières questions. Merci. J'avais prévu effectivement de développer certains points, mais beaucoup ont déjà été évoqués dans les questions, donc je vais essayer d'improviser en réagissant à ce que vous disiez à l'instant, David, et notamment sur l'enjeu nationaliste, populiste, démocratie. Oui, je pense que ce sont des enjeux absolument centraux. Michel le disait d'ailleurs tout à l'heure, le consensus anti-totalitaire s'effrite. Il y a un livre très intéressant qui vient de paraître, publié par un jeune prof d'Harvard, Munk, sur le peuple contre la démocratie, qui est une sorte de critique libérale en fait du populisme. Et qui est intéressante en ce qu'elle montre effectivement qu'il y a de plus en plus une disjonction entre la composante populiste, disons, de la démocratie et puis sa composante libérale. Avec le développement d'un côté de régimes où certains gouvernements aujourd'hui en place développent d'ailleurs ce qu'on appelle pudiquement des démocraties libérales. Je pense qu'il faut qu'on change d'ailleurs d'expression. Je pense qu'en tout cas, il faut qu'on discute de cette expression parce qu'il faut quand même qu'on discute le caractère prétendument démocratique de ces démocraties illibérales. La démocratie suppose un certain nombre de choses, notamment le pluralisme, notamment le respect des contre-pouvoirs, des droits fondamentaux. En tout cas, dans nos démocraties post-second conflit mondial, la démocratie peut pas se réduire à elle seule à des formes de légitimité majoritaire et électorale, ou en tout cas, ça serait faire preuve de manque de conscience historique, même récente, que de considérer que c'est le cas. Et donc, d'un côté, effectivement, développement de régimes qu'on pourrait davantage qualifier de populistes, nationalistes, à tentation autoritaire, et effectivement illibéraux, plus que des démocraties illibérales. Donc je pense qu'il faut qu'on requalifie, c'est important de bien nommer les choses pour pouvoir d'abord les analyser sérieusement et puis pour pouvoir lutter contre ces évolutions. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait un écrivain célèbre. Et puis de l'autre, effectivement, il y a aussi dans cette tension entre la démocratie et le libéralisme, des formes politiques qui mettent davantage l'accent sur la composante libérale, sur les contre-pouvoirs, sur les institutions indépendantes, sur le poids de la technocratie, sans prendre suffisamment au sérieux le fait que de plus en plus de citoyens ont le sentiment de ne pas pouvoir exercer une influence politique sur les décisions qui sont prises, sur l'orientation des politiques publiques qui sont conduites. Et donc on doit absolument recombiner, en quelque sorte, réarticuler ces deux composantes-là. Parce que si on ne le fait pas, je crois qu'effectivement ça peut être très grave. Et évidemment, c'est ce qui nourrit, sur fond de fragilité, de faiblesse de la construction européenne face aux différents défis, notamment externes, dont on a parlé tout à l'heure, c'est ce qui nourrit la montée, je crois, des forces politiques populistes et extrémistes. Je distingue bien les deux dans le contexte actuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, ma deuxième remarque, peut-être pour réagir à votre interpellation sur cette question démocratique, ma deuxième remarque est plus une question finalement qu'une prise de position. Je suis aussi un petit peu dubitatif et je m'interroge beaucoup sur alors un clivage certes qui existe entre les forces politiques populistes, nationalistes d'un côté et puis de l'autre alors ce que le président de la République appelle les progressistes. Il y a sans doute quelque chose de cet ordre-là qui existe, mais est-ce que ce clivage, d'abord, épuise la complexité des clivages politiques au niveau européen, au niveau national? Je ne le crois pas. Bien sûr qu'il y a un affaiblissement du clivage droite-gauche dans nos démocraties.
s'y substitue un clivage entre ouverture et tentation du repli. On l'a vu à l'occasion de diverses élections nationales. Est-ce que pour autant, ce clivage qu'on est en train de mettre au centre de la vie politique européenne en vue des prochaines élections européennes de mai 2019 ne doit pas être un tout petit peu discuté? Et donc je lance juste peut-être quelques pistes de discussion avec vous là-dessus, parce que ça me paraît quand même très très important politiquement. Est-ce que, encore une fois, la vie politique européenne n'est pas un peu plus complexe que ça? Deuxièmement, qui on met sous cette étiquette de progressiste? C'est vraiment une question qui est une question réelle. Hein. Je ne joue pas avec les mots en disant ça. Même si, évidemment, c'est loin de moi l'idée de ne pas prendre au sérieux la menace que fait peser la mise en question des valeurs démocratiques et libérales avec la montée en puissance des forces politiques populistes et extrémistes sur le plan électoral dans beaucoup d'États membres. Mais est-ce ce clivage ne leur donne pas finalement un espace politique plus important que ce qu'ils représentent en réalité? Et est-ce qu'on n'est pas en train de crédibiliser l'idée avec ce clivage, en définitive, que, en cas d'échec des progressistes, la seule alternative politique offerte aux citoyens, aux électeurs, ça serait nos adversaires? Ça me paraît très risqué comme pari, extrêmement risqué. Donc oui, cette question, je crois qu'il faut la prendre très très au sérieux. Voilà, peut-être en quelques mots de remarques un peu générales pour ouvrir la discussion avec vous. Je crois que c'est tout à fait important de critiquer l'emploi de l'expression qui vient des États-Unis, démocratie libérale. Parce que quand on regarde le cas hongrois, encore plus qu'en Pologne, ce sont les fondements de la démocratie qui sont atteints. Liberté d'association, liberté de la presse, liberté académique et les contre-pouvoirs. Donc, dans un livre qui sortira au mois d'octobre, l'ancien conseiller de Van Rompuy, l'ancien président du Conseil européen, qui est un professeur Leiden, qui a écrit un ouvrage remarquable sur l'Europe, Luc van Middelaar. Le titre à venir, c'est « Quand l'Europe improvise », dit « La Hongrie n'est plus une démocratie ». C'est d'ailleurs pour ça qu'on a actionné l'article 7. C'est une autocratie électorale. Pourquoi? Parce que les autocrates ont besoin des élections. Mais le peuple est là pour la façade. C'est le fond de décor. Donc c'est très important. Et dans cette réflexion aussi, l'Union européenne a pris de plein fouet la crise financière de 2008, dont elle n'est pas responsable. C'est une crise importée des États-Unis. Ce qui marque, entre parenthèses, le degré d'internationalisation de l'économie européenne. Et c'était une difficulté, notamment entre la France et l'Allemagne, ça. Parce qu'aujourd'hui, nos économies ne se limitent pas à l'horizon européen. Les marchés sont mondiaux. C'est là qu'il y a de la croissance. Et The Economist a publié la semaine dernière un dossier absolument remarquable pour les 170 ans de son existence. Justement sur... on pourrait dire que The Economist, c'est le porte-parole au Royaume-Uni, pays de la démocratie parlementaire, de la démocratie libérale. Depuis 170 ans. Et il se dit, il y a un problème aujourd'hui, ça marche plus, à cause des inégalités, etc., etc. Donc je vous invite à vous plonger dans ce dossier tout à fait fascinant, parce qu'ils craignent un reflux. Et le reflux, il vient pas de l'extérieur. Il vient pas du triumvirat Poutine, Trump, si. Il vient de l'intérieur, c'est-à-dire que ce système ne remplit plus toutes ses promesses. Il rappelle que le système libéral a créé l'État-providence, par exemple. Voyez ? Et aujourd'hui, il y a une remise en cause dont la perception croissante des inégalités n'est que l'un des symptômes. Alors, il y a des chiffres extrêmement précis.
notamment sur le coût de la scolarité universitaire, sur les inégalités qui progressent, etc., etc. Et c'est des thèmes de plus en plus sensibles. Donc ils appellent justement à un renouveau de la démocratie libérale. Et donc, je crois qu'on en fait trop sur Orban et sur l'apologue, beaucoup trop. On en fait trop sur le populisme parce que personne ne définit clairement ce que c'est. Et on devrait être plus critique sur notre propre système, mais dans un monde globalisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent. Donc il y a en effet quelque chose que je ne peux pas qualifier de crise, ce mot ne veut rien dire, mais il y a un défi pour reconstruire de vraies démocraties libérales après l'effondrement. Alors on s'est rassuré à bon compte avec l'effondrement des autres systèmes, et aujourd'hui on se rend compte, je termine là-dessus, qu'il y a des pays qui ne sont ni libéraux ni démocratiques, qui ont des taux de croissance très élevés. La Chine. Et ça plaît beaucoup aux autocrates africains. La solution chinoise, c'est un produit d'exportation. Donc il y a aussi il y a un défi aujourd'hui interne, mais il y a un défi extérieur. Vous avez des systèmes politico-économiques, capitalisme d'État en gros, qui sont plus efficaces aujourd'hui pour assurer le développement de pays comme l'Éthiopie, sans conditionnalité politique. Et donc ça, c'est un autre défi, je dirais, externe, un défi interne, défi externe. Et donc, je dirais que regardons ce qui se passe chez nous, au lieu de constamment regarder ce qui se passe dans un pays qui est quand même pas fondamental, qui s'appelle la Hongrie, un pays sympathique, en général, pas toujours. Il faut regarder ce qui se passe chez nous. Et il y a une bonne indication de ça, je suis toujours géographe, ce sont les cartes électorales. La carte électorale de Trump sont les ouvriers démocrates qui votent Trump. La carte suédoise, ce qui se passe en Suède est extrêmement intéressant. Alors ça ajoute un autre élément qui n'est pas socio-économique, qui est l'importance des représentations, des perceptions. En gros, on vote à l'extrême droite ou à l'extrême gauche quand on estime que l'avenir ne sera pas meilleur. Et ça peut être une perception dans un pays qui est le symbole même de l'État-providence dont tous les réformateurs européens se font les disciples. Il y a aussi cette insécurité culturelle. Et le fond du vote pour les vrais démocrates suédois, c'est souvent des gens qui viennent de la social-démocratie. C'est nous qui avons construit l'État-providence. On ne veut plus le partager avec des réfugiés ou des migrants qui ne l'ont pas construit eux-mêmes. C'est un des, vous voyez, et là il y a une dimension qui n'est pas matérielle, qui est de l'ordre de la psychologie collective, de l'anthropologie, et il faut qu'on soit beaucoup plus attentif à toutes ces questions-là, et il ne faut sans doute pas attendre de salut des hommes politiques. Là il y a une grande responsabilité des instituts, des fondations, des maisons comme la vôtre, des centres de recherche. Il faut qu'on fasse un peu plus d'anthropologie aujourd'hui pour comprendre toute cette insécurité culturelle. Vous voyez, moi, je suis la Suède de très près à cause de ça. Parce que c'est pas les inégalités, c'est pas le chômage, c'est la réussite de l'État-providence qui conduit à des insatisfactions et surtout à des inquiétudes sur l'avenir. Le rôle des hommes politiques, c'est d'avoir un discours sur l'avenir. C'est leur seule fonction, en réalité. C'est de dire où on va. Je m'excuse de cette digression, mais j'ai eu de longues conversations à New York avec des Suédois il y a 2 jours sur les questions migratoires et les questions électorales. Et on est en plein. Et donc la question migratoire, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Et au lieu de dénoncer les populistes, ou les partis soi-disant illibéraux, il faut travailler en direction des électeurs qui quittent les grands partis traditionnels, chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates. C'est en leur direction qu'il faut travailler. Il faut travailler pour ceux qui ne se sentent pas bien. Les électeurs de Macron, comme le montre le journal Le Monde il y a 2 jours, ce sont des gens qui se sentent bien, j'en fais partie. C'est des gens qui se sentent bien dans leur peau, ça va, tout va bien, merci. Moi, ça va, merci. Hein? Et les autres. C'est là qu'il faut, vous voyez. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Et c'est pour ça que les consultations citoyennes sont extraordinairement intéressantes et importantes. C'est pour
Voilà, enfin, j'arrête là, mais j'essaye de resituer les choses. Mais les médias ne nous aident pas dans cette direction-là, et les réseaux sociaux encore moins. Je crois vraiment qu'actuellement, il y a une place dans le vrai débat, la production d'idées, sur ce qui se passe chez nous. Et commencer par le laboratoire suédois social-démocrate depuis 70 ans. Si les gens sont malheureux en Suède, vraiment, il faut s'interroger. Alors, c'est 20% de la population. Mais quand même, le réfugié n'est que le bouc émissaire. Et c'est le résultat contradictoire d'une bonne politique d'accueil. Mais les bonnes politiques peuvent produire des résultats négatifs. L'élargissement était une bonne politique. Aujourd'hui, en Pologne, c'est négatif. Quand le président Duda, j'ai lu ça dans le New York Times, dans l'avion, dit, parce qu'on critique les mesures antidémocratiques sur la justice, il dit « L'Union européenne est une communauté imaginée ». Il dit ça il y a quelques jours, et je peux vous citer tout l'article. Et l'Europe n'a rien à nous dire parce qu'elle nous a laissés aux mains des Russes en 1945. C'est de la confusion démagogique, naturellement. Vous voyez, on en est là actuellement au Pologne, discours prononcé par le président de la République, qui n'est pas le plus excité, Andrzej Duda. Donc vous voyez, il y a un gros travail d'analyse et de réflexion politique à conduire. Sur la base, il faut prendre au sérieux les inquiétudes et ce que Védrine appelle les insurrections électorales qui ont lieu actuellement, dont évidemment, moi j'appelle ça les nationaux-populistes ou les néo-nationalistes, veulent évidemment utiliser les élections européennes comme plateforme extraordinaire. Ils s'y voient déjà, avec l'aide pour la première fois de l'extrême droite américaine. Monsieur Bannon était à Rome ce week-end pour fédérer les extrêmes droites européennes. On savait que Poutine s'intéressait aux élections européennes et allemandes, mais maintenant les Américains aussi. Toute l'équipe qui a inspiré Trump. Il y a un complot on n'aime pas que ça marche, l'Union européenne, actuellement, à Washington et à Moscou. Alors qu'en réalité, ça marche. C'est ça donc il faut qu'on gère cette contradiction-là. On n'a plus l'assise politique de notre prise de conscience, je dirais, géopolitique. Maintenant, on comprend qu'il faut défendre nos intérêts. Et on le fait. Mais ça flanche parce qu'il y a des laissés pour compte, des perdants et des gens à qui on ouvre. C'est pas des perdants, c'est des gens qui ont perdu perte de vue. Ils n'ont plus d'avenir. Ce sont des perdants de l'avenir. C'est là, à mon avis, le fond du travail à faire. Question migratoire, c'est secondaire. Complètement secondaire. Question multiple, sans doute. La question de l'évolution de la démocratie dans chacun de nos États n'est pas une question non plus complètement nouvelle. Alors, est-ce qu'il faut dire démocratie libérale? On disait avant régime césariste, je crois. Napoléon III l'a très bien montré, qui régnait grâce au plébiscite, qu'on distingue soigneusement du référendum dans les cours de sciences politiques, justement pour distinguer le référendum démocratique du plébiscite césariste. Alors évidemment, ça a une certaine efficacité. On l'a parfois cru. Dans les années 30, on avait l'État soviétique en pleine croissance. L'Allemagne, sous la férule de son leader Hitler, a connu une croissance économique, sans doute, on ne saura jamais si ça devait tenir ou pas, mais qui a eu beaucoup de succès. En Italie également, quand on a vu Mussolini prendre le pouvoir, d'un seul coup, on a vu le peuple italien en faire un grand pas en avant. En Chine, c'était la même chose avec Mao. Toute la Ve République, et en tout cas, elle a pris la suite des mouvements réformistes des années 30, dans lesquels on commençait à se demander si le système démocratique hérité de l'Angleterre, encore pratiqué aux États-Unis sous des formules un petit peu anciennes, était déjà encore susceptible de répondre aux défis des années 30. Alors, on a beaucoup contesté les démocraties en disant il faut rendre la force à l'exécutif, il faut restituer le pouvoir d'État. On a vu comment tout ça a fini. Alors, on peut avoir à courte vue, effectivement, une espèce de fascination pour ces régimes autoritaires qui semblent vous entraîner vers des avenirs qui vont briller beaucoup plus. Simplement, ça ne dure jamais très longtemps et c'est fini par s'écrouler. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, où effectivement, on a plusieurs gouvernements qui, surfant sur Internet ou sur autre chose, sont en train de vendre de la poudre de perlimpinpin aux uns et aux autres, qui sont délaissés pour compte. N'oublions pas qu'avec les 6% de la population
population de l'Union européenne, on a 50% des dépenses sociales du monde entier. Donc les laissés pour compte de l'Union européenne, c'est aussi des gens qu'on va brosser dans le sens du poil en leur disant on va vous graser gratis et ça ira mieux la semaine prochaine. Je crois qu'il y a vraiment un travail finalement plus qu'économique, beaucoup politique pour rappeler, nous avons une histoire, nous avons déjà traversé des périodes de ce genre il y a quelques années, il ne faut pas l'oublier. Et c'est effectivement extrêmement dangereux. Alors, est-ce qu'il faut trouver des excuses à tout cela? Je crois qu'il y a aussi beaucoup des hommes politiques qui veulent briller, que c'est évidemment beaucoup plus facile quand on veut gouverner son peuple de ne pas être embarrassé par l'Union européenne qui vous oblige à transiger, qui vous oblige à discuter, qui vous oblige à trouver des positions équilibrées. Voilà moi mon apport à cette discussion. Mais je suis certain que chacun ici pourra apporter son eau à cette discussion extrêmement fondamentale. Monsieur ? Oui, alors c'est pas le thème que je voulais aborder, mais je pose ma question quand même. Je voudrais savoir à quelles conditions le projet britannique de Brexit permettrait de devenir un puissant vecteur d'harmonisation fiscale. Oui, pas que. J'allais dire, presque indépendamment du Brexit, puisqu'on parlait de défis régaliens tout à l'heure, ce qui est très frappant, c'est de constater que les scandales fiscaux de ces dernières années, LuxLeaks, Panama Papers, etc., ont provoqué en fait une prise de conscience dans l'opinion publique, et que personnellement, j'ai le sentiment que cette prise de conscience exerce en fait une pression sur les chefs d'État et de gouvernement qui ont mis en fait la question fiscale en bonne place en fait sur l'agenda européen ces 2 ou 3 dernières années. Alors, la question, évidemment, est toujours la même. On parlait tout à l'heure de modalités d'exercice des compétences. La fiscalité est un des sujets sur lesquels on décide à l'unanimité, et donc c'est toujours très difficile, en fait, d'avancer. Maintenant, sans se projeter dans un avenir très lointain, ce qui est très intéressant, c'est de voir que disposant et en s'appuyant sur des compétences en fait, dont elle dispose d'ores et déjà. Je pense au pouvoir de régulation en matière de concurrence de la Commission européenne. La Commission a réussi, par la voie de Madame Vestager, à faire plier, par exemple, des géants du numérique, Apple, pour ne pas le citer, en exerçant en fait sa prérogative de régulation de la concurrence, notamment sur les aides d'État. L'Irlande ayant favorisé le processus de contournement fiscal, en fait, d'optimisation fiscale d'Apple, grâce à ce système d'aide d'État. En fait, c'était une aide d'État déguisée dont il s'agissait. Apple a dû payer 13 milliards d'euros, ce qui a été fait d'ailleurs effectivement récemment. Et je trouve que c'est un point très intéressant parce que, à nouveau, avec la question fiscale, on touche à une compétence qui est au cœur de la souveraineté de l'État. On voit bien que pour faire plier des géants du numérique comme les GAFA, c'est pas uniquement au niveau national qu'on peut exercer finalement cette compétence-là. Ça suffira pas. Donc, de ce point de vue, que le niveau Union européenne est un niveau d'action publique pertinent, efficace, sans se projeter sur une éventuelle réforme des traités ou une nouvelle modalité d'exercice de compétences, passage de l'unanimité à la majorité. Non, sur la base en fait de compétences qui existent d'ores et déjà, on peut agir. Ça me semble d'autant plus intéressant que c'est dans l'intérêt des États, dont les finances publiques, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas en si bon état que ça. Ça correspond à une attente très forte exprimée dans beaucoup d'opinions publiques. Ça renvoie aussi à une attente en matière de protection, la protection du contribuable. Ça répond à des enjeux de justice sociale. Donc,
Je crois que c'est un enjeu tout à fait important qui est, à mon avis, un très bon exemple finalement à la fois des défis internes, externes dont on a parlé, des défis de nature régalien. Encore une fois, la fiscalité, le pouvoir de lever l'impôt est une prérogative au cœur de la souveraineté de l'État, traditionnellement, et dont on voit bien qu'il ne s'agit pas uniquement de l'envisager au niveau national, mais aussi potentiellement au niveau européen, sans pour autant faire du wishful thinking et se lancer dans une réorganisation de l'Union européenne que l'on risque d'attendre longtemps. Donc mettons le paquet là-dessus, effectivement, et continuons, nous, citoyens, d'exercer une pression sur nos gouvernants nationaux pour qu'ils avancent au niveau européen sur ce sujet, parce que l'Union européenne, je crois, présente une véritable valeur ajoutée. Et on a besoin de mettre en évidence, en fait, la valeur ajoutée de l'action européenne sur ce type de sujet, encore une fois, qui correspondent à des attentes très fortes placées au cœur de l'opinion publique. Avec quand même un scénario possible en cas d'absence d'accord sur le Brexit et de victoire des Brexiteurs au prochain congrès du Parti conservateur ou plus tard, ça sera l'argument du dumping fiscal. C'est Singapour sur la Manche. C'est ça ce qui nous attend. Donc on a aussi intérêt à trouver un accord. Dans le plan de Chequers du 28 juillet, donc le plan de sortie et de nouvelles relations, les services ne sont pas concernés. Les services, c'est 80% du PIB britannique. Et la City a très très mal réagi à ce projet de la Premier ministre. Donc ils vont essayer dans un premier temps d'obtenir un système d'équivalence pour continuer d'avoir accès au marché européen. Parce que toutes les entreprises internationales qui sont à Londres, elles sont à Londres parce que c'est l'accès au marché européen. Donc il y a déjà des transferts qui s'opèrent, mais une réaction des Brexiteurs, s'ils l'emportent, à court terme c'est possible, à long terme non, c'est vraiment Singapour sur la Manche. Et à ce moment-là, ça fera voler en éclats tout l'effort qu'on fait d'harmonisation fiscale. Mais c'est vraiment un objectif, non seulement faire payer ceux qui ne payent pas d'impôts suffisamment et qui rompent la concurrence, mais aussi avoir des phénomènes de convergence fiscale entre l'Estonie ou l'Irlande et puis l'Allemagne et la France. C'est tout à fait possible de faire ça, mais c'est un long combat. La question fiscale peut se développer aussi à deux niveaux. Il y a la question de l'harmonisation fiscale en maintenant la fiscalité dans les compétences des États membres. Ce sont les États membres qui perçoivent l'impôt, qui dépensent en essayant de répondre aux règles de bonne gestion budgétaire qui sont fixées pour le coup par l'Union européenne, notamment le déficit limité et la dette également. Et puis ensuite, le budget de l'Union européenne, lui, est alimenté par les États membres. Et la question ici est double, c'est celle évidemment de l'augmentation du budget de l'Union européenne, qui est autour de 1% du PIB de l'ensemble de l'Union européenne. C'est donc un budget de l'Union européenne, c'est très, très, très limité. Simplement rappeler ici aussi qu'on a souvent l'idée d'une Union européenne très puissante dans ses structures en évoquant le nombre qui serait tout à fait hallucinant de fonctionnaires de l'Union européenne. Alors avec le budget de l'Union européenne, d'abord, elle n'a pas du tout les moyens de payer beaucoup de fonctionnaires. Et les fonctionnaires de l'ensemble de l'Union européenne, c'est la moitié des fonctionnaires de la ville de Berlin. C'est à peu près l'ensemble des fonctionnaires de la ville de Paris. Donc Mme Hidalgo n'a pas plus de fonctionnaires sous ses ordres que l'Union européenne tout entière. Il faut le rappeler, l'Union européenne, c'est vraiment une structure extrêmement légère qui fait beaucoup pour pas cher. Cela dit, on pourrait imaginer qu'un impôt soit transféré au niveau de l'Union européenne et que l'Union européenne puisse prélever, plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, un impôt directement dans l'ensemble de l'Union, ce qui permettrait de mener une politique fiscale au niveau commun, c'est-à-dire d'adapter les modalités de la perception de l'impôt à une réalité européenne, d'avoir l'effet redistributif également que l'impôt peut avoir. Et c'est un
effet redistributif. Il se manifeste non seulement par ce qu'on est en train de voir ces jours-ci avec le futur budget, en décidant qui paye l'impôt. Et puis c'est évidemment, dans le second temps, c'est que fait-on du produit de l'impôt et où le dépense-t-on. Et plus on a évidemment un budget européen important, plus cet effet redistributif peut être opéré sur l'ensemble de l'Union européenne, avec un effet probablement envers les électeurs qui serait beaucoup plus puissant que celui qu'on peut avoir au simple niveau politique. Donc la question fiscale, effectivement, est une question très, très centrale. Vous avez souligné plusieurs fois le besoin de réflexion, d'échange d'idées et d'approfondissement de toutes ces idées pour mieux comprendre aussi les différents processus d'érosion, je dirais, qui sont actuellement en train de se faire à plusieurs niveaux. Mais ce qui manque toujours au niveau européen, c'est ce qu'on avait appelé il y a quelques années, maintenant on en parle un peu moins, me semble-t-il, de l'espace public européen. Il n'y a pas à ma connaissance, toujours pas, vous avez parlé des médias qui ne font pas leur travail dans les différents États membres, il n'y a pas d'organes de presse, ou très très peu, très peu de médias au niveau européen. Je pense qu'il y a quelques sites, mais je les connais aussi mal. Atlantico, je pense qu'il y a plusieurs tentatives. Mais il n'y a pas l'idée de renforcer justement cet échange entre les différents débats, s'il y en a déjà, dans les différents pays de l'Union européenne. On pourrait par exemple imaginer que déjà aussi ces consultations citoyennes qui sont menées actuellement jusqu'à la fin du mois d'octobre d'ailleurs dans les différents pays européens soient transmises d'une certaine façon à la télévision ou dans d'autres médias pour justement faire participer les citoyens de notre pays, je pense la République tchèque, dans les pays baltes ou en Italie par exemple. Aussi de ce qui se discute aussi par exemple en France, en Allemagne. Bon, alors juste la question, comment est-ce qu'on peut encourager cet échange d'idées à travers l'Europe? Une question qui peut d'ailleurs susciter des remarques d'autres de cette consultation citoyenne en présent de l'aspect. Oui, merci à la maison Heinrich Heine de participer à ces consultations citoyennes. Je suis de temps en temps les débats ici, j'en suis très heureux et j'en sors toujours enrichi. Merci à vous, messieurs les tribuns et techniciens de l'Europe. Je rebondis un peu sur la réaction de madame la présidente ici. C'est une consultation citoyenne sur l'Europe. Et je reprends donc ce que vous avez dit, monsieur Fauché. Le consensus d'après-guerre sur l'antitotalitarisme est en train de s'effacer. Donc il y a peut-être une autre façon c'est une idée, mais auquel tout le monde y pense. La phrase exacte qui me revient maintenant, c'est le consensus antitotalitaire de l'après-guerre n'est plus partagé par tout le monde. C'est pas qu'il s'efface, c'est qu'il n'est plus partagé par tout le monde. C'est ça la phrase exacte. D'accord. Donc justement, le monde actuel est composé des différentes générations. Je confiais tout à l'heure à monsieur que j'avais confié ma fille qui a 15 ans au programme Tandem, organisé par l'OFAGE et quelques centres culturels allemands. Elle en est revenue épanouie. Elle a progressé en allemand. Mais il y avait très peu de gens. Ma question, l'idée, c'est une constitution citoyenne et j'espère qu'on n'oublie pas également qu'il y a des gens qui vont devenir citoyens et qui sont en primaire, qui sont au collège, qui sont au lycée. Et ce serait bien que nous descendions aussi à leur niveau pour leur demander à eux quel est l'avenir pour l'Europe. Merci.
vais peut-être commencer par vous répondre, contribuer en tout cas à discuter avec vous à partir de votre question, et puis ensuite répondre à votre question sur l'espace public, parce que finalement, il y a deux temps, enfin, les questions renvoient à deux temps de la citoyenneté. Votre question, je trouve, renvoie à la formation des futurs citoyens, des futures citoyennes. Et effectivement, on s'efforce de le faire classiquement dans nos États respectifs pour former des citoyens nationaux. C'est beaucoup moins le cas pour former des citoyens européens. Ça ne veut pas dire des citoyens européens qui ne sont plus citoyens nationaux. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Il ne s'agit pas de substituer l'un à l'autre. Mais je sais que Michel avait regardé ça il y a quelques temps. Moi-même, j'ai regardé ça assez récemment. Ces enjeux de place de l'Europe dans l'enseignement, notamment secondaire, donc plutôt collège-lycée. On pourrait même, j'allais dire, regarder ça à partir du primaire, si on voulait. Mais c'est vrai que d'abord, quand on regarde les programmes d'histoire, quand on regarde les programmes de géographie, quand on regarde les programmes d'éducation civique notamment, parce que ce sont quand même grosso modo les 3 disciplines où l'Europe pourrait trouver une place importante. D'abord, cette place n'est pas si importante que ça. Un exemple, en histoire, les grands moments historiques qui sont souvent des moments européens. Je pense la féodalité n'est pas qu'un moment français. Et ces moments sont abordés en fait d'un point de vue d'abord strictement national. La féodalité, les hauts lieux de la féodalité, la cour, la ville, l'église, c'est quelque chose qui évidemment est transnational et qui pourrait être aussi abordé comme tel. La Renaissance, certes, est italienne, et encore l'Italie n'existait pas à l'époque, mais pas seulement. Les Lumières, est-ce que les Lumières françaises doivent faire l'impasse sur l'Enlightenment écossais, sur l'illustration espagnole, l'illuminismo italien? Ce serait intéressant et ça, j'allais dire, on n'est pas encore à ce stade sur la formation du citoyen, on n'est pas sur l'éducation civique, on est sur la transmission d'un patrimoine culturel, historique, qui permet déjà de forger en fait une conscience européenne, peut-être un peu plus fortement que ce n'est le cas aujourd'hui. Sans parler des enjeux de mobilité, d'apprentissage des langues et de tout ce qu'on connaît, mais on insiste rarement sur cette première dimension de la transmission du patrimoine culturel européen qui me semble-t-il, existe. On peut être en désaccord avec ça, mais discutons-en alors. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième dimension, parce que l'Europe, certes, il y a cette dimension historique, et puis, mais ça, Michel l'a écrit très nettement il y a quelques temps. L'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne, c'est l'Europe instituée, comme vous le dites vous-même. Et là, on est sur un autre registre de formation à la citoyenneté. C'est l'éducation civique, comme on apprend à nos enfants comment s'organise la République française. C'est peut-être du b.a.-ba, mais au moins on a quelques repères. Au niveau européen, c'est beaucoup, beaucoup plus pauvre que ça. Et donc, je trouve que dans le cadre de ces réunions, consultations citoyennes, puisqu'on est censé faire des propositions, moi j'en ferai volontiers une, c'est de mettre le paquet sur ces enjeux de formation, d'éducation, pas pour faire du prêchi-prêcha, c'est pas ça l'enjeu, mais au moins transmettre ce patrimoine culturel et historique, au moins essayer de favoriser une éducation à la citoyenneté. Encore une fois, je pense que ça commence par là. Puisque il ne peut pas y avoir d'espace public ou d'espace politique européen si on n'a pas une véritable citoyenneté européenne. Et la citoyenneté européenne, évidemment, formellement, juridiquement, elle existe. On sait comment la définir. Il y a un certain nombre de droits qui sont attachés à cette citoyenneté. Mais dans quelle mesure elle est vécue ? Ça, c'est autre chose. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Je ne veux pas monopoliser la parole très longtemps, mais il y a au moins un point, il y a un enjeu, moi, qui me paraît important, en tout cas dans le contexte actuel. Je veux dire, dans la perspective des prochaines élections européennes, l'un des éléments... Aujourd'hui, il y a au moins une européanisation des espaces politiques nationaux.
n'y a peut-être pas un espace politique européen, mais il y a au moins une européanisation des espaces politiques nationaux, qui est, à mon avis, un des effets en fait, des crises à répétition. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot-là, mais en tout cas des chocs à répétition depuis 10 ans. On n'a jamais, en France, regardé avec autant d'attention les élections en Grèce, en Allemagne, en Italie, sous l'effet de la crise de la zone euro, sous l'effet de la crise migratoire, sous l'effet des attentats terroristes, et je ne sais quel autre exemple. Donc il y a quand même cette forme minimale d'espace public européen qui se réduit à cette européanisation d'espace public nationaux. Évidemment, on est en droit d'attendre un cran supplémentaire qui serait le développement d'un espace politique européen. C'est en train de naître. On voit bien qu'il y a un certain nombre de clivages qu'on retrouve dans l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Il y a des élections européennes qui, pour la première fois en 2014, avaient établi un lien entre le résultat de ces élections, donc le vote des électeurs, et puis le choix du président de la Commission. Bien sûr, ce n'était pas optimal. On peut discuter des modalités d'organisation, d'approfondissement, d'amélioration du dispositif, mais ça me paraît être la clé d'entrée, politiquement parlant, pour un espace politique européen. On disait tout à l'heure, beaucoup de citoyens n'ont pas le sentiment de pouvoir exercer leur influence politique. Or, la démocratie, c'est au minimum définir collectivement nos choix collectifs pour la durée d'un mandat, pouvoir désigner démocratiquement nos représentants et nos dirigeants pendant la durée de ce mandat, et puis ensuite organiser les modalités de la responsabilité politique. Et on les conserve, ces dirigeants, ou bien on en change. On voit bien que sur le choix des gouvernants, c'est pas si simple. Et là, pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup là-dessus? Parce qu'en 2014, on a fait ça, même si c'était pas encore visible, parce que c'est toujours très... je me tourne à nouveau du côté du constitutionnaliste que vous êtes, mais c'est pas évident de s'approprier démocratiquement une réforme de ce type. Il faut du temps. Il y a une phase d'acculturation qui est toujours nécessaire. Mais là, on est en train, aujourd'hui, il y a quelques mois des élections européennes, le son de cloche général consiste à dire peut-être qu'on va revenir sur ce dispositif. On va peut-être casser ce lien entre les élections européennes et le choix du président de la Commission. Attention, parce qu'effectivement, je ne dis pas que c'est optimal, que c'est fantastique, que c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il faudrait faire, mais si on n'a même pas ça, je crois qu'on ferme la porte. Et je ne vois pas comment alors on pourra développer cet espace politique européen que vous évoquiez. Je crois que vous avez, monsieur, tout à fait raison. C'est par le voyage. Lecture, voyage, discussion. Erasmus, c'est formidable. Et vous le faites commencer plus tôt. Donc, multiplier les programmes de mobilité, c'est un effet positif de Schengen, ça. Donc, ils vont tous à Londres, à Barcelone, à Rome, à Berlin, à Munich, à Amsterdam, etc., etc. Je crois que, même si en effet, l'histoire de France, c'est l'histoire de France. Et l'inspection générale d'histoire reste patriote, pour pas dire nationaliste. Quand je suis entré au cabinet d'Hubert Védrine en 1997, une des premières choses que je lui ai fait faire, c'est d'écrire une lettre à son collègue ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, pour attirer son attention sur les lacunes de l'enseignement de la construction européenne dans les programmes d'histoire et de géographie de première et de terminale. Réponse de Claude Allègre, vous imaginez sa réponse, tout va bien. Bon. Donc c'est vrai que... Alors ça change. Ma petite fille a fait l'année dernière un exercice sur la citoyenneté européenne en classe de première. Donc ça progresse. Ça progresse. Mais les voyages, la mobilité, les bourses de mobilité, pas seulement pour les élèves et les étudiants, pour les apprentis, on n'a pas fait suffisamment, justement, pour les autres. Pour les autres. Beaucoup d'apprentis votent Le Pen. Il faut leur offrir cette mobilité-là, professionnelle et culturelle, ou les jeunes paysans. Il ne faut pas qu'on reste dans les fils de profs au lycée Lacanal.
ou au lycée, je sais pas quoi. Hein. Il y a beaucoup d'étudiants Erasmus sont des fils d'enseignants en réalité, parce qu'ils sont bien informés. Donc il faut démocratiser justement la connaissance des opportunités. Et je crois que là, pour une fois, les réseaux sociaux et les sites ont un rôle tout à fait positif, c'est de démocratiser l'accès à la connaissance des opportunités de circulation. Il y a un effort considérable. Quand je pense quand même qu'il y a deux ans, on voulait supprimer une partie du budget du programme Erasmus. Hein, donc vous avez tout à fait raison. Alors, Union européenne-Europe, moi, j'ai porté cette réflexion sur la question des frontières et je ne la porterai plus maintenant parce que ça soit Madame Le Pen ou Petra, comment elle s'appelle, la AfD, là, distinguent, disent on est contre l'Union européenne, on est pour l'Europe. Parce que les partis anti-européens ont compris qu'aujourd'hui les opinions ne les suivaient pas, notamment sur la sortie de l'euro. Et donc, ils veulent prendre le pouvoir de l'intérieur. Maintenant, ils veulent être au Parlement. Ils veulent des positions de pouvoir à l'intérieur, comme ils l'ont fait en Italie. C'est beaucoup plus dangereux. Et ça va se faire au nom de l'Europe. On va jouer Europe contre Union européenne. On va jouer peuple et histoire contre, soi-disant, la bureaucratie. Donc c'est dangereux, mais le combat à venir est plus redoutable, parce qu'avant on avait en face de nous des anti-européens qui voulaient sortir. On voit que ça marche pas et que le Brexit sera une véritable catastrophe. Donc raison de plus, je dirais, pour s'engager. Alors on a essayé dans les rapports Schuman précédents de faire des cartes sur les lieux de mémoire européens. Et c'est compliqué, parce qu'on peut pas se limiter aux lignes de front et à la Shoah, si vous voulez. Et donc, il faut trouver des lieux aussi positifs. Et ça peut faire partie de programmes d'enseignement, de visites, d'échanges. Et enfin, je me souviens de débats au Parlement européen organisés par Arte, qui étaient des débats vraiment européens. Mais c'était les journalistes d'Arte qui organisaient ça, et c'était tout à fait remarquable. Hein. Donc il faut multiplier ce genre d'initiatives. C'est une question d'intérêt tout à fait général que celle des MOOCs, qui sont des massives open online courses, des cours en ligne qui sont interactifs et qui s'adressent à beaucoup de monde. Nous en développons maintenant dans nos universités. On peut sans doute les orienter sur la question européenne en utilisant les médias qui ont sans doute aussi un rôle qu'on n'a pas encore complètement appréhendé sur la circulation des idées et peut-être sur le fait de favoriser un certain nombre de partis extrêmes aux idées simples, dont les idées peuvent se formuler en 200 caractères. C'est ça, 240 caractères, c'est le format des tweets. Un auteur expliquait dans un journal il n'y a pas très longtemps que le président Trump n'était pas un président qui tweetait, c'était un tweeto qui a été élu président. Et je trouve que ce renversement de perspective n'est pas totalement inintéressant sur le rôle qu'Internet peut jouer dans ces évolutions politiques. Toujours est-il que je crois que nous avons atteint la fin de notre soirée. Nous avons, monsieur l'ambassadeur, terminé la boucle. Vous avez évoqué la grande personnalité du président Sauvé. Il se trouve qu'il est bien connu dans cette maison parce qu'il vient de prendre la présidence de la Fondation de la Cité internationale et qu'il préside, ou ne le préside pas, mais participe à ce titre au conseil d'administration de la maison Heinrich Heine, sous la présidence de l'ambassadeur, évidemment, d'Allemagne à Paris. Et puis, d'autre part, cet appel que vous avez lancé, et en prenant la suite d'ailleurs de ce que pouvait dire Thierry Chopin un instant avant en faveur de la mobilité des jeunes, eh bien c'est ce que fait depuis de nombreuses années la maison Heinrich Heine, puisque en effet, avec les 100 chambres qui sont au-dessus de nous, eh bien ce sont 100 jeunes étrangers qui eh bien, viennent se frotter dans cette merveilleuse dans ce merveilleux idéal de la Cité internationale, dans son ensemble d'ailleurs. L'idée était aussi de favoriser la paix, de favoriser l'échange des idées, de favoriser l'acculturation
des jeunes de l'Europe et du monde entier d'ailleurs, puisqu'il y a ici des maisons qui représentent pas seulement l'Europe, mais le monde entier. Voilà en tout cas, Madame la Directrice, une première dans la maison Heinrich Heine qui était celle des consultations citoyennes. Merci de l'avoir organisée. Merci donc à vous, Monsieur l'Ambassadeur, à vous, Monsieur le Professeur, d'avoir contribué ainsi à cette consultation européenne. Et je crois que grâce à cette maison de l'Allemagne à Paris, le couple franco-allemand, encore au sein de l'Europe, eh bien, saura apporter sa pierre. Merci à tous.